Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous recevons sur ce plateau un humoriste qui jouit d'une source d'énergie absolument intarissable. La preuve, quand il se vautre lamentablement sur le plateau de Quotidien avant sa chronique, il se relève comme si de rien n'était. Bonjour Yann Guillarme. Bonjour. On va Damien. commencer à sortir les dossiers ici, sur Déjà, ce plateau. Ah bah oui, ouais, mais je pense que le grand public vous a découvert par terre, très clairement. Yann. Après c'était volontaire. Attends, Alors justement, on va vous poser la fait, question. c'est tout, voilà. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, c'est une faute très grave. Vous tenez chaque vendredi une chronique dans l'émission de Yann Barthès sur TMC. Et franchement, ce jour-là, on va voir les images. On a eu mal pour vous, puisque vous êtes arrivé sur le plateau avec un drapeau breton. Et là, regardez-moi ça. Vous vous vautrez, vous êtes à plat ventre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous tout. Là, vous pouvez pas me faire croire que c'était prévu quand même. Eh ben, tu sauras jamais. Ah non, J'ai non, envie de te tutoyer immédiatement Ben oui, parce que allez-y, tu mets allez-y, directement une chute. Donc on a passé déjà l'étape du vouvoiement. Pardon. Non, j'ai pas maîtrisé totalement. C'était ma deuxième sur le plateau. Ah, c'était la deuxième, ouais. Donc autant dire que voilà, normalement il faut une chute à la fin. Là, je l'ai fait au début. Non, mais franchement, c'était une bonne mise en bouche, comme on dit. Alors, Libre, c'est pour cette raison que vous êtes sur ce plateau. C'est le titre du spectacle que nous pourrons aller tous applaudir chaque vendredi à partir du 23 janvier sur la scène de l'Euro-Européen à Paris. Alors, Libre, est-ce que c'est une façon aussi de clamer haut et fort que vous avez le droit de porter des lunettes teintées, cher Yann Guillarme? Et c'est un choix. C'est un choix, c'est ça? C'est mon choix. Après, ça, c'est marketing. Mais oui, mais ça vient d'où, ça, d'ailleurs? Parce que c'est vrai que vous ne les quittez jamais, ces lunettes. Non, ça vient de quand j'ai écrit ce nouveau spectacle, mon beau-frère qui est opticien, on va aller carrément dans des choses de... Ah ouais, non mais là on va dans la famille. Putain, ça fait longtemps, il me fait toujours prendre des lunettes un peu chelou et tout, trop grosses, trop grandes. Et puis là, il m'a dit, mais tiens, viens, on va un peu plus loin et ça... Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça me donne un service après-vente, quoi, tu vois. C'est-à-dire que marketing... On vous reconnaît, quoi. Comme ça. Et puis si on se souvient jamais de mon nom, Yann Guillarme, je sais pas, ça doit être chiant à retenir. Guillarme, c'est pas facile à prononcer. Guillarme, ça fait, c'est guttural un peu, machin, Guillarme. Donc les gens qui venaient me voir en spectacle, au moins ils pouvaient dire, tiens, hier on allait voir le gros avec des lunettes. Ah non, on n'est pas loin. Je te vois venir. Non, on se serait pas permis. Mais en tout cas, c'est un choix. Et pourquoi vous avez décidé d'appeler votre spectacle Libre? Parce que ça me correspond bien, même si en vrai on n'est pas libre totalement, enfin de pas grand chose. On n'est pas libre du temps qu'on va passer sur cette terre déjà. Bien sûr, exactement. On n'est pas libre avant. Tu vois, t'es pas libre. Je suis pas libre. On m'a donné une oreillette qui est pas du tout moulée à mon oreille, si vous voulez. Alors c'est terrible. On n'est pas libre ici. Il fait froid. On verra chaud. Ah ouais, mais ça c'est l'hiver. Voilà. On n'est pas libre totalement en vrai. Voilà. Quand on est avec quelqu'un, justement, on a des enfants. Bon on n'est pas libre de les laisser. Tu vois, pendant 15 jours tout seul, s'ils ont 5 ans dans un appartement. Donc en vrai, voilà, c'est quand même essayer au maximum de se sentir libre, surtout dans l'expression. Sur scène, on a une liberté. Donc voilà, essayer d'avoir une liberté de ton, de choix, une liberté de rire, voilà. Et alors, on va poursuivre avec vous cet entretien dans quelques instants, puisque vous qui nous regardez tous les jours, vous n'êtes pas sans savoir, et on le maintient en 2026, le journal des médias, qui est présenté aujourd'hui par Mathilde Sefer. Alors, on commence ces infos médias avec la production de Danse avec les stars qui est contrainte de renoncer à un candidat. Expliquez-nous. Oui, alors la raison est toute simple, le montant de son cachet. Nos confrères du magazine People ont révélé ce week-end que la production aurait aimé compter parmi son casting le youtubeur Squeezie. Seulement, il serait trop cher selon leurs sources. Le créateur de contenu aurait demandé 250 000 € pour figurer parmi la saison 15 du programme de TF1, soit l'équivalent de cachet de 4 candidats. Ah oui, quand même. Donc ça fait quand même un sacré budget. Et alors l'émission qui commencera le 23 janvier prochain pourra tout de même s'appuyer sur un bon casting. Il y aura Juju Fitcat et Madla qui représenteront les créatrices de contenu. À leur côté, il y aura aussi Laure Manodou, Angélique Langarni-Philopon, Stéphane Bern, l'humoriste Samuel Bambi, Lucie Bernardoni, les anciens de la Starac, Julien Lib et Emma, Yann Ziering et aussi Philippe Lelouch. Philippe Lelouch également, qu'on a hâte de découvrir dans ce rôle-là. Est-ce que vous aimeriez vous participer à une émission qui accueille tantôt des personnalités, tantôt des anonymes? Alors je pense par exemple à Fort Boyard, à Danse avec les stars, Mask Singer aussi. Mask Singer, pas vraiment. Je trouvais que... Enfin, en plus, c'est un peu délicat. C'est-à-dire quand ils enlèvent le masque et qui sait ça arrive dans cette émission. Arrive, évidemment. Enfin, surtout au début, je trouve qu'ils prenaient leur marque et tout. Après, il y a eu des
des stars et tout. Oui, c'est vrai. Mais parfois, il y a un fossé générationnel aussi, hein, entre le jury et puis les stars qui sont présentées. Qui c'est Ouais, bien sûr, carrément, ça dépend. Il y avait Philippe Candeloro, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent absolument pas, bien sûr, jeunes, etc. C'est vrai. Alors que moi, je le connais très bien. Ouais. Mais là, c'est bien, il y a Samuel Bambi et tout, c'est des humoristes, c'est drôle. Je pense que quand il y a un mélange, c'est trop drôle. Enfin, pourquoi pas. Fort Boyard, peut-être pas, parce que... Je sais pas. Vous auriez peur de vous blesser. Ouais, non, je suis vraiment, mais alors vraiment pas courageux, quoi. Et vous êtes un enfant de la télé quand même, parce que vous êtes né, vous êtes né dans les années 80, la télévision. Je suis un enfant de la télé, bien sûr. Vous l'avez regardé, quoi. C'était pas la même, hein, pardon, mais je sais pas quel âge tu as, mais. 33. Voilà, le Club Dorothée, ne serait-ce que ça, c'était 4 heures devant la télé. T'es là, faut pas trop les écrans. Nous, déjà, nos parents nous disaient, c'est 4 heures, 4h30. Encore 4h30 de folie. Mais là, vous avez raison, c'est que la télévision a complètement évolué au cours des dernières années. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'ailleurs les plateformes qui rencontrent un véritable succès. Vous, en tant qu'humoriste aussi, est-ce que vous les regardez, ces plateformes-là, ne serait-ce que par exemple pour capter, pourquoi pas, votre spectacle aussi et le proposer sur l'une des plateformes ? Ah ben oui, à celui qui l'achètera le plus cher, tout simplement. Oui, ça c'est le plus important, vous avez raison. C'est pas le plus important, mais on est au Figaro. Exactement, merci, on n'a pas peur de le dire. Non, mais on n'a pas peur de le dire, pardon. non, mais moi je regarde, je suis assez client de différents, mais surtout les séries, enfin voilà, en fait, ce qu'on a choisi notre truc. Et puis c'est pas la même télé. Là tu parles des médias et tout, Mathilde, mais c'est vrai que nous la télé c'était autre chose, quoi. La télé des années 90, Coé, Bataille et Fontaine et tout, l'émission, c'était Enfin, maintenant, quand on le regarde avec le recul, c'était vraiment n'importe quoi. Là, il prendra des plaintes tout le temps et tout. Donc c'est bien, ça a évolué, quoi. Oui, exactement. C'est très bien. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'instances aussi qui regardent. Alors, déjà, les réseaux sociaux, l'Arcom, etc. Mais tu pourrais pas. Alors, il a violé son frère. Est-ce qu'il va ouvrir le rideau ? Est-ce que son frère va lui pardonner ? Non. Mais on va en parler de ça, parce que vous êtes aussi confronté à tous ces critiques aussi en tant qu'humoriste. On va en parler dans quelques instants. On poursuit avec la révélation par un ex-journaliste sur sa relation avec Brigitte Bardot. Oui, exactement. Alors, il s'agit de Philippe Gassot, ancien correspondant à Washington pour France 2. Il l'a révélé au Télégramme puis au Parisien. Lassé de voir un portrait sulfureux de l'actrice dépeint, il souhaitait également évoquer l'amoureuse ordinaire qu'elle pouvait être. Philippe Gassot décrit une femme simple, pas maquillée, un foulard sur les cheveux, des dîners dans des gargotes et des balades dans Paris. Leur idylle n'a malheureusement duré qu'une année. La séparation a été à son initiative à elle. Je cite, « Je sais que les gens vont se dire que ce n'est pas Gainsbourg, ce n'est pas Charrier, c'est Monsieur Anonyme, qu'elle ne pouvait pas être avec un anonyme. Je veux montrer cette femme-là avec ce côté frais, aventurier, humain », a-t-il conclu quelques jours avant les obsèques de l'actrice. Est-ce que vous êtes un tombeur, vous, Yann Guillarme ? Est-ce que vous êtes un peu le Brigitte Bardot masculin ? Ce silence en dit si long. Évidemment, bien sûr, en toute modestie. Vous, dans la cour de récréation, vous étiez un aimant. Bien plus dans la cour de récréation que maintenant. C'est vrai. Bien plus. Vous étiez le beau gosse que l'on s'arrachait alors. Quand on s'arrachait, non, mais j'avais mon petit succès. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. À l'adolescence, j'ai eu une adolescence sans bouton déjà. Ça joue. Ça joue de ouf, donc avec un petit sens de l'humour. Donc j'ai eu mon petit succès. Alors, aujourd'hui, on ne veut pas vous attirer de problème parce que vous avez une famille, vous êtes rangé. 20 ans d'amour. 20 ans d'amour. Bien sûr, et je peux dire que c'est un succès. Ah bah là, oui, là c'est votre plus beau succès peut-être d'ailleurs. Voilà. Il faut le dire. Et quel regard votre famille pose-t-elle justement sur votre carrière d'humoriste, votre parcours professionnel ? Eh bien, justement avec ma compagne, on n'est pas mariés, mais enfin, tout comme, on est parti il y a 20 ans. Moi, je faisais autre chose comme métier. Elle a commencé à être instite. Donc, on a commencé il y a 20 ans. Après, il y a 7 ans, on est monté à Paris. Donc, elle le voit d'une normalité absolue. Quoi. Et là, c'est cool si ça marche, si on améliore. On est venu chercher ça. Donc, non, il y a un regard hyper bienveillant, hyper constructif. Et puis, elle me remet en place. Quoi. C'est le public. Elle a un vrai regard critique sur votre carrière. Non, mais pas sur la carrière, sur vos choix. Sur les vannes. Sur sur les vannes, Vous les testez sur elle déjà ? C'est pas drôle. C'est-à-dire que si elle a un sourire, je sais que c'est une standing, quoi. La vanne, elle est trop bonne. Parce qu'elle est dure en plus, c'est pas facile. Pas dure, elle est très dure. Intransigeante. Allez, on termine ces infomédias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 4. Oui, alors c'est en millions le nombre de téléspectateurs à avoir suivi vendredi soir la première du nouveau divertissement animé par Camille Combal, qui sera le plus nul sur TF1, a été un franc succès, écrasant ses concurrents sur son passage. Donc le principe, c'est 11 personnalités qui étaient réunies dans une salle de classe pour répondre à des questions en tout genre. Et alors là, ce qui est un petit peu déroutant, c'est que la victoire ira à l'élève qui aura accumulé le plus de mauvaises réponses. Ça change quand même, c'est un concept qui a piqué la curiosité quand même de 22%
de la part d'audience. Et l'émission reviendra pour 3 semaines supplémentaires. Avec des scores pareils, on peut imaginer effectivement que TF1 sera très curieux à l'idée de le relancer, ce concept. Vous étiez quel genre d'élève à l'époque ? J'étais un élève jusqu'à la 5e performant, avec des résultats et assez sage. Et est venue l'adolescence. Ah oui. Les pétards. Ah ouais, d'accord. Non, mais je sais pas. Mais je dis pas, j'en sais rien. Non. Disons qu'il y a eu des choses qui sont rentrées, quoi. Des amis, des copains. Ah oui, des copains. Voilà, je sais pas, testostérone, les filles, tout. Et là, c'est la 4e. La moyenne a baissé. La moyenne a baissé. La 3e, c'était encore pire. La seconde, je l'ai redoublée. Et après, je me suis remis dans le droit chemin. Mais disons que j'avais des acquis, donc ça allait. Et je n'étais pas un élève assidu. Et la plus grosse bêtise que vous ayez faite ? On a fait pas mal. On avait enfermé un prof dehors. Et il pouvait plus rentrer du coup parce qu'on était en étage et donc il y avait un escalier de secours et en dehors de la classe ou en dehors du lycée? En dehors de la classe. Non, quand même en dehors du lycée. Et une fois, ce même prof, on l'avait enfermé dans un placard aussi. C'était très drôle, vraiment très très drôle. Ah non, on trouve pas. C'était des grands placards il y a longtemps où il y avait des balais. Vous rangiez les tampons, les craies, les trucs. Il y avait plus que, il y avait, tu mettais, je sais pas, il y avait pas mal de trucs dedans. Et il y en a un qui est rentré, le prof a suivi, on est ressorti, paf, on a enfermé. Vous, ça vous a fait rire? Est-ce que le prof a rigolé? Non, et il s'est suicidé d'ailleurs. C'est pas vrai? Si, c'est vrai, mais c'est pas à cause de nous. 2 ans après, donc, comme dit dans la chanson d'Orelsan, il est parti au cimetière des profs parce que c'est un métier qui est trop dur. Donc voilà. Oui, mais lui, il a quitté ce lycée en disant c'est dur, ces enfants, machin, et il est tombé dans un lycée horrible. Enfin, en fait, c'est le problème quand t'es gamin, c'est que tu fais des conneries sans te rendre compte que ça a un impact. Sur donc là, on n'y était pas pour, parce que je veux pas. Vous n'êtes pas responsable de ça, bien sûr. Buzz TV non plus. Non. Mais tu vois, et c'est un métier qui est trop dur pour pas assez payer, pour être avec des collégiens qui, enfin, je sais pas, moi, c'est un truc. Ouais, c'est vrai. Et on a tous fait des bêtises quand on était gamin, et malheureusement aussi, ce sont les profs qui essuient ce genre de. Tu te doutes bien qu'il n'est pas resté 2 heures enfermé. 2 heures. Ah oui, c'est ça. Ça a duré 2 secondes. On s'est fait éclater par le proviseur. Et ça nous a fait rigoler 5 minutes. Mais c'est vrai qu'ils ont. Enfin, s'ils sont un peu introvertis, s'ils ont un peu des difficultés et tout, quel métier compliqué, horrible. On espère que vous avez été collé, Yann Guilherme, pour ça. Bien sûr, j'ai été collé conseil de discipline et tout. Alors j'ai été délégué de classe. En plus j'étais à côté de moi-même. J'étais à la fois le défenseur vous et à la fois vous êtes autoviré? Je me suis dit, franchement, moi je le virerais pas, quoi. Je me dis, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec mon délégué. Voilà, vous étiez libre de faire des bêtises et aujourd'hui vous êtes libre tout court. C'est sur la scène de l'Européen. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors, c'est à partir du 23 janvier prochain. Alors là, franchement, pour toutes les transitions, vous m'appelez, j'en ai plein, j'en ai en stock. Est-ce qu'en 2026, on peut dire qu'on est vraiment libre aujourd'hui, Yann Guilherme? Oui, je pense. Enfin, je sais pas, oui, je pense. Aujourd'hui, la liberté est quand même beaucoup remise en cause, notamment par les critiques sur les réseaux sociaux, par toutes les lois qui sont dites liberticides aussi, dont on parle beaucoup dans l'actualité, etc. Ne serait-ce que la vidéosurveillance, etc. Aujourd'hui, vous pensez vraiment qu'en 2026, on est libre? Beaucoup disent d'ailleurs qu'on était plus libre, d'ailleurs, dans les années 80, ne serait-ce que en termes de liberté d'expression, etc. Je sais pas, franchement, moi, j'ai vécu dans les années 80, enfin, dans les années 90, on était libre de faire de la merde, quoi, aussi. Oui, aussi, c'est ça. Au niveau des femmes, au niveau des animatrices, on parlait de la télé tout à l'heure. Oui. Franchement, c'était libre. Alors, c'était cool parce qu'il y avait des avantages. Par exemple, je sais pas, je me souviens de Nulle part ailleurs ou des trucs comme ça, des émissions sur Canal+. Où vraiment, tu avais une liberté, où ils faisaient péter les trucs, je sais pas, voilà, donc c'était drôle. Après, en vrai, est-ce qu'ils étaient plus libres? Je sais pas, je sais rien, la liberté d'expression, est-ce que Coluche, il était plus libre? C'est une époque, je pense que si Coluche, il était là aujourd'hui, il dirait la même, enfin, je sais pas, je sais... Pas forcément, certains disent qu'il le dirait pas forcmément en raison des réseaux sociaux, des critiques. Vous parliez tout à l'heure de l'Arcom, par exemple. C'est-à-dire que pour moi, Twitter ou... Enfin, c'est X, quoi. C'est un microcosme, en vrai. C'est pas ça qui annule la liberté. C'est juste 3 personnes qui disent que t'as pas le droit de dire ça et ça part dans des associations, etc. Mais en vrai, Enfin, je sais pas. J'aurais dû prévoir cette question avant. Mais, non, mais après, c'est un bon élément de réponse libre. Après, là, je suis à la télévision, par exemple, le soir. Donc, est-ce que je m'auto-censure pas? Peut-être. Il y a des sujets, peut-être, où je ne m'y connais pas assez pour. Peut-être qu'avant, on pouvait parler de choses sans s'y connaître et faire marrer là-dessus. Après, on n'est pas obligé d'être politologue pour parler de politique. Mais
bien sûr. Mais je crois quand même qu'il y a encore de la place à la grosse connerie. Il y a encore des émissions comme Groland, enfin je sais pas, il y a des émissions de bagnole où ils se rentrent dedans. Enfin, je pense qu'on est assez cool en France, en tout cas, ça va quoi. Et alors, de quelle manière avez-vous décidé d'explorer cette notion de liberté dans votre spectacle ? Eh bien, justement, c'était par rapport aux réseaux sociaux notamment, parce que là, effectivement, il y a un manque certain. Par exemple, là, je l'ai vu. Plus t'es exposé, plus t'es soumis à de la haine verbale. Et pas parce que je suis une femme, tu vois, parce que souvent il y a ça, ce truc-là, ni parce que je suis gros. Donc c'est pas physique, c'est t'es nul, t'es machin, enfin c'est terrible. C'est en message privé, donc il faut essayer de se libérer de ça, déjà. Et puis d'en garder justement la liberté et de dire, bah non, mais en fait, l'idée, c'est pas de te plaire, c'est de plaire, enfin de faire ce que moi j'ai envie de faire. Quoi. Bien sûr. Et donc au risque de déplaire à plein de gens, mais qui ont une façon maintenant plus abrupte, plus anonyme de te le dire, quoi. Ça c'est sûr. Et comment définiriez-vous votre humour à quelqu'un qui ne vous a jamais vu, par exemple ? C'est un humour populaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a de la place à la nuance. Voilà. C'est-à-dire que on a justement avec les réseaux sociaux tendance à être soit t'es de gauche, soit t'es de droite, soit tu parles d'immigration, t'es raciste, tu parles de viande, t'es anti-végétarien, enfin tu vois, etc. Bon bah moi, je suis un peu le français moyen, tu vois. Je suis pas gros, mais je suis pas maigre, je suis mi-gros, tu vois. Je suis mi-vieux, j'ai 40 piges, je suis mi-chauve, voilà, etc. Donc vous avez les golfs, disons. Il y a les golfs qui sont vachement. Là, il y a Gascogne et Arcachon, là, je vois. Voilà, il y avait 6 trous avant, là, on est largement sur un 18. La Turquie m'appelle. Absolument, voilà. 3 000 €, je vous donnerai les bons plans. 3 000 €. Ah oui, c'est quand même pas donné. Hein. Bah, ça va, hein. En France, c'est beaucoup plus cher. Ah bah oui, mais je vous donnerai les bonnes adresses. Achetez français. Voilà. Et alors, c'est un spectacle qui s'adresse à quel type de public ? À des jeunes comme nous ou des jeunes comme vous ? Waouh. Non mais là ça. Quelle horreur. Non mais là elle est dure. C'est dur. Il y a pas mal de gens donc qui sont des darons comme moi, donc on va dire de la génération 40-50. Ça c'est on va dire entre 35 et 50, c'est vraiment les gens qui sont concernés exactement. Après ceux d'avant se marrent parce que ça leur rappelle des choses. Moi je leur apprends des choses sur la façon dont on faisait avant. Et ceux d'après sont les boomers eux, alors que nous, on est traités de boomers, ceux de 40 ans, alors que c'est pas nous les boomers, c'est les vieux d'avant. Et donc eux, ils viennent aussi parce qu'il y a cette liberté de ton, sans être non plus réac. Tu vois, je suis pas Michel Sardou, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je le serai peut-être un jour, parce qu'on deviendra tous vieux à un moment donné, on en dira des conneries, tu vois, on sera un peu déconnecté de notre société. Moi, je suis juste un général entre les deux. C'est-à-dire quand, je sais pas, à Noël... j'ai mon petit-neveu qui va me dire « Ah, t'es un boomer » et j'ai mon vieil oncle qui va me dire « Tu serais pas un peu pédé ?» Donc, toi, tu dois être là entre les deux. Vous avez jonglé entre plusieurs générations. Voilà, dire, ça se dit pas, et donc, tu vois, moi, à jongler entre les deux. Et est-ce qu'il y a des sujets sur scène que vous refusez d'aborder ? Des sujets que je maîtrise pas. Vraiment. Ouais, vraiment pas. Mais en vrai. Lesquels, par exemple, en politique ? Non, pas forcément. Non, la politique, en fait, je sais pas. Justement, moi, je suis dans un truc où. J'ai 45 ans, donc c'est-à-dire que j'ai vécu déjà plusieurs présidents. Donc effectivement, je revois mon père dire moi j'arrête parce qu'au fur et à mesure, c'est dur d'être de gauche ou de droite et d'être cohérent en tout cas avec ça. Si t'es de gauche, est-ce que ça veut dire que tu pars en vacances en camping tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, je sais même plus la question. Non, mais je ne sais même plus. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, c'était juste, est-ce qu'il y a des sujets que vous interdisez ? Oui, voilà, je ne savais plus pourquoi j'allais dire, parce qu'il y a des sujets. Et la politique, en l'occurrence, vous y allez sans problème. Ça dépend. C'est-à-dire que la géopolitique, Israël, Gaza, par exemple, c'est compliqué. Bien sûr. C'est compliqué parce qu'en fait, les tenants, les aboutissants sont trop durs. Je préfère laisser parler Dominique de Villepin à ma place. Oui, bien sûr. Tu vois, je trouve ça plus intéressant en vrai. Par contre, il y a une bonne blague à faire, pourquoi pas, tu vois, mais ça s'arrêtera là, quoi. Et alors, vous vous autorisez plus de liberté sur scène ou à la télé ? Ah bah oui, non, mais plus sur scène quand même. Mais parce qu'en fait, déjà, le truc, il est... c'est totalement différent. C'est-à-dire que, notamment sur Quotidien, il y a, je sais pas, le public, il n'est pas venu là pour moi, déjà, il est venu là pour l'émission. C'est l'émission La Star, c'est Yann Barthès, c'est Quotidien, c'est une émission de télévision, tu viens voir les coulisses, etc. Tu viens voir La Star qui est invitée aussi. Donc toi, tu arrives déjà à la fin d'une émission pour mettre un peu de légèreté. Tu peux pas être aussi
aussi absurde, aussi second degré, aussi abrupt dans le truc. Ce serait trop violent peut-être pour le téléspectateur qui ne vous connaît pas. Alors, je faisais des chroniques aussi chez Nova. Nova, c'est 300 sur la dernière, tu vois, c'est avec Guillaume Meurice et tout. C'est 300 gars qui viennent pour écouter une émission de gauche qui est revendicatrice et tout. Donc là, tu peux y aller parce que les gens, ils savent. Voilà. Ils viennent là pour ça. Vous adaptez au public, tout simplement, qui vous écoute. Ouais, là, en fait, c'est juste que les gens, ils n'écouteront pas totalement la même chose. Donc, faut être. Donc, la liberté, elle est plus comment faire rire que qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je dois pas dire à la télé. Tu vois, c'est la seule. Vous, sur Quotidien, vous y apparaissez de façon hebdomadaire. Donc, c'est sur TMC, je le rappelle, dans l'émission d'Yann Barthès. Il existe déjà d'autres humoristes dans cette émission. Pablo Mira, par exemple, aussi, qui figure. En quoi votre chronique consiste qui même porte. Voilà, avec Yann Barthès, bien sûr. Mais votre chronique, vous, à titre personnel, elle consiste en quoi exactement ? Ben, en fait, c'est la ligne éditoriale, elle est très claire. C'est Quotidien a une image, on va dire, un peu boboisant, un peu parisienne, un peu gauchiste, on peut le dire. Un peu gauche, mais gauche du pavé, pas gauche de la campagne, pas gauche de la banlieue. Gauche parisienne. Gauche parisienne, c'est ça. Donc, gauche caviar. Ouais, un peu à l'ancienne. Je sais pas quel âge tu as, mais ça se dit depuis 87. Mais après, il y a quelques années après. Oui, gauche caviar, si tu veux. Plus personne ne bouffe du caviar. N'importe quoi. Mais tu vois, c'est-à-dire que et moi, je prends le côté un peu plus, je ramène un peu. Moi, je viens de la campagne, quoi, si tu veux. Donc, par exemple, le patron, j'avais une belle. Quand on passe, on se fait un entretien et tout, etc. Ça va te. Il me dit, je viens avec une veste à 600 balles, une veste Isabelle Marant, tu vois. Et il me dit, et je lui dis, est-ce que j'ai besoin de faire d'efforts, tu vois, de me être un peu plus beauf que. Il me dit, non, ça suffit. Ça suffit. N'en fais pas plus. Sur toi, tu vois, une veste Isabelle Marant. Ça double tranchant. Ça reste une veste en jean. Voilà, terminé. Donc voilà, moi j'apporte juste ce côté-là un peu. Rappelez-vous que derrière la Tour Eiffel, c'est encore la France. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui estiment que l'émission penche un peu trop à gauche ? Je pense que déjà, c'est pas très grave, en vrai, parce que. Je pense que. Mais il y a un travail journalistique qu'ils ont, effectivement, ils représentent à gauche, mais ils arrivent à dire. Non, je sais pas. Effectivement, c'est quand même un peu. Mais c'est pas un peu à gauche, c'est. C'est progressiste. Que financièrement, exactement. Exactement. C'est progressiste, c'est-à-dire que sur d'autres actions, financièrement. Mais c'est comme la droite n'a pas envie de laisser crever des gens en vrai dans la rue. Bien sûr. C'est juste que sur certaines, valeurs, des choses, ils sont plus à même à être. Inclusif, c'est plus inclusif, quoi. On va dire que sur CNews, par exemple, qui serait plus côté à droite. Mais justement, moi, j'ai ce côté-là où il me disait, tu vois, sur CNews, on dit tout le temps que Pascal Praud invite les mêmes vieux réacs, et nous, on invite toujours Dominique de Villepin un jour sur 3. Il faut que quelqu'un vienne nous le dire quand même, tu vois. Vous seriez un peu la caution de droite, entre guillemets Non, pas de droite, parce que je suis ni de droite ni de gauche, mais la caution plus populaire. Ouais, mais c'est ça. Moins parce que je crois pas que, en vrai, Enfin, mais c'est pas la caution beauf, c'est la caution français, quoi, un peu. Français dans le bon sens du terme. Auquel on peut s'identifier, voilà. Celui qui aime la bonne charcuterie et le bon vin, il s'identifie à vous. Mais pas que, tu vois. Je te laisserai pas me résumer à une raclette. Viens voir le spectacle, tu verras que je suis pas qu'une raclette. Vous n'êtes pas qu'une raclette, voilà, exactement. Vous êtes une fondue savoyarde aussi. Évidemment. Et j'ai des références, il y a du Camus. Alors, je voudrais que l'on regarde une courte série de photos de personnalités. Vous allez voir que ça reflète des personnalités qui ont ponctué votre carrière et qui ont compté pour vous. On va voir le premier déjà, qui s'appelle Alexandre Astier, voilà, qui est très important pour vous. J'imagine, quelle place a-t-il occupé dans votre parcours ? C'est mon premier prof d'interprétation déjà. Moi, j'étais directeur de supermarché, j'ai tout quitté et j'ai commencé à 25 ans, tu vois, donc il y a pile 20 ans. Et je suis rentré à l'Acting Studio à Lyon, qui est l'école qui tourne encore de Joël Sevilla, qui est la maman d'Alexandre Astier, qui est Dame Célie, pour ceux qui connaissent Kaamelott. Absolument. Vous avez joué dans Kaamelott d'ailleurs aussi. J'ai joué dans Kaamelott, J'ai pas le même visage, mais j'ai joué dans Kaamelott. C'est vrai que je vous avais pas reconnu en vérité. Mais j'ai joué dans Kaamelott il y a 20 kilos. Et puis vous aviez pas la moustache. J'avais pas la moustache. Non, mais ça c'est quotidien. Ça c'est depuis septembre, moustache. Moustache, Tac, 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 on bosse le market. Quotidien vous a demandé d'avoir la moustache, non, pas du tout. C'est juste que je trouvais que ça me faisait une vanne de départ en disant que
parce qu'en bossant dans les bureaux, comme c'est assez moustache, et la moustache est assez parisienne, c'est vrai. voilà, ma mère m'a dit mais tu portes la moustache, mais parce que ça lui rappelle des ex, tu vois, on a eu toujours le gars voilà, qui s'appelait Bruno, qui avait une moustache. C'est un peu le dress code, quoi. Voilà, mais ça marche pas. Chez Quotidien, sur eux, ça fait chic, sur moi, ça fait flic. C'est ça, Ouais, ça fait j'allais flic vous du dire, vous ressemblez à Magnum un peu en blond, quoi, vous voyez, poivre et sel. Un peu en blond, et puis mais voilà. Donc, Alors, Yann Barthès. Voilà, autre photo. Son image. Voilà. Il est comment hors antenne? Sympa, timide il est très gentil. Après, non, il est très gentil. Il a des petits conseils. Tu vois, je suis pas un débutant, mais à la télévision, c'est des chroniques. Lui, il connaît très bien son émission, donc c'est des petits trucs distillés comme ça, qui sont très intéressants, et puis il aime être surpris. Donc, par exemple, il ne veut pas entendre nos chroniques. Ah oui. Pour garder un peu le truc, comme ça, il pose son stylo. L'humoriste chez Quotidien, c'est pour ça qu'ils en ont mis tous les jours. Ouais. C'est parce que c'est sa soupape, quoi. Derrière, il fait, c'est bon, on a bien parlé sérieux. À toi. Donc pour nous, c'est pas évident parce qu'ils ont bien parlé sérieux et c'est à nous, mais pour lui, ça lui fait un truc qui est agréable, quoi. Et il y a une vraie alchimie, c'est vrai, entre Yann Barthès et ses chroniqueurs en plateau. Quelle relation vous entretenez hors antenne? Est-ce que vous buvez des pots ensemble, par exemple, entre les chroniqueurs? Est-ce que vous avez une relation d'amitié, une relation tout simplement cordiale, professionnelle? Je pense qu'il y a des... Moi j'arrive. Hein. Ouais, donc, vous êtes tout nouveau aussi, c'est vrai. Il y a des gens avec qui il y a des anicroches tout de suite. Puis il y a des gens où tu sens que c'est quand même la télé. Enfin voilà, il y a une bonne entente cordiale entre tout le monde et tout. Après, je ne sais pas, moi, s'ils partent en vacances ensemble. Oui, c'est ça. Vous arrivez qu'une fois par semaine, donc vous êtes assez distant. Moi, j'y vais. Après, je vais tout le temps travailler... au bureau, parce que je trouve que c'est important, mais pas que pour connaître les autres chroniqueurs, mais pour connaître tout le monde. Parce qu'il y a 100 personnes qui bossent dans un open space, qui font des images, qui font des trucs, c'est énorme, quoi. Donc dire bonjour à tout le monde et tout, et voilà. C'est peut-être ce que je leur apporte. C'est ce que vous leur apportez. Et une question aussi, parce que je sais que vous êtes comédien aussi. Avant tout, au départ. Vous avez fait du théâtre, vous avez joué dans des classiques. D'ailleurs, on parlait de Joël Sevilla tout à l'heure, vous avez joué dans des grands classiques. Est-ce que vous aimeriez aussi faire de la fiction télé? Est-ce que vous avez des projets en ce sens aussi? Là, c'est exactement... au début, je voulais faire du one-man show juste pour que ce soit un tremplin vers la fiction. Et puis après, je me suis pris vraiment d'amour pour ça. Avant, je faisais que du théâtre, parce que j'adorais le théâtre. Et puis ça avait été une formation superbe pour moi, et une plus-value aussi en spectacle, parce que du coup je suis un vrai comédien, un acteur, quoi. Et puis après, je suis monté à Paris il y a 7 ans même, et là le stand-up, j'adore. C'est ce que vous aimez. Voilà, je m'y consacre à fond. Et après, oui, j'ai bien l'intention de faire du cinéma, en tout cas. Eh bien, j'ai une info, Yann Guilherme, c'est que c'est déjà terminé, malheureusement. Donc voilà, on va devoir se quitter. En tout cas, je rappelle qu'on va pas se quitter longtemps, puisque vous serez sur la scène de l'Européen à Paris chaque vendredi à partir du 23 janvier. On ira vous applaudir, ça s'appelle Libre, votre spectacle, on le recommande. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. On vous retrouve dans le quotidien également sur TMC chaque vendredi. Merci Mathilde, bonne année à tous, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Et on se retrouve demain avec Maxime Switek, journaliste à BFM TV. Très bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.